Donc, je propose de passer à la conférence suivante et de donner la parole à... Merci, Bernard. De donner la parole à Jean-Marc Garot, qui va nous parler de la fin du vol de la Malaysia Airlines, le vol MH370, et donc qui va faire état des derniers résultats de l'équipe Capsio, et donc sur ce thème. Donc Jean-Marc Garot est ancien directeur du centre de recherche d'Eurocontrol et membre de la 3AF. Bien, merci Bruno, bonsoir. Je vais vous présenter une nouvelle trajectoire qui ne sera pas sur notre site internet avant plusieurs semaines parce qu'on a encore un gros travail de validation et de discussion entre nous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, cela n'engage que moi. La planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, la planche suivante, oui. Donc ça, c'est le rappel des faits. Si j'ai mis la photo de la famille de Guylain Vatrelos, c'est parce que les quelques fois où j'ai rencontré Guylain Vatrelos, il m'a dit que ce qu'il souhaitait surtout, c'est qu'ils ne soient pas oubliés. Donc c'est une façon, ne les oublions pas. La planche suivante. Donc notre équipe, bon, vous pourrez aller sur notre site et voir qui nous sommes. De nos jours, sur Internet, vous pourrez en savoir plus. Notre façon de travailler, c'est d'avoir étudié des rapports officiels, des 2 rapports d'enquête, tout ce qu'on trouve sur le site de l'Australian Transport Safety Board, aussi des résultats d'autres équipes, notamment cette équipe bénévole comme nous qui s'appelle l'Independent Group, et vous pouvez aller voir leur blog, c'est le blog de Victor Agnel. Les simulations, alors Jean-Luc et Philippe ont des simulateurs. Ce que vous voyez, c'est une photo du simulateur de Philippe, là, qui est fait à partir de ce fameux simulateur de Microsoft. Donc, si vous avez envie d'apprendre à piloter un Boeing 777, vous pouvez installer un simulateur. Bon, il y a simplement 18 000 pages de mode d'emploi, donc bonne chance. Alors, la dernière ligne est très importante. Vous verrez qu'après, notre idée, c'est que c'est un détournement, et à chaque fois qu'on parle de ça, on nous dit oui, mais pourquoi, quel était le but? Alors, parfois, off record, on donne un certain nombre d'idées du pourquoi. Officiellement, on ne se prononce absolument pas sur le pourquoi. On n'a pas les capacités de services de renseignement ou de contre-espionnage. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'enquête de sécurité. Alors actuellement, effectivement, grâce à l'avocate de Guylain Vatrelos, maître Marie Dosé, elle a obtenu une enquête judiciaire en France et qui est sous la responsabilité d'un juge d'instruction et qui a été confiée à une section particulière de la gendarmerie des transports aériens. Nous n'avons aucune information sur leurs travaux. Par contre, Guylain Vatrelos nous a dit que périodiquement, il leur donne des informations sur ce que nous avons fait. Alors, la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour nous, c'est un détournement bien préparé qui a raté. Et, alors, aussi très important, nous parlons des personnes aux commandes. Nous n'avons trouvé aucune information qui permette de savoir si le détournement a été fait par le commandant de bord et le copilote, ou tous les deux, de leur propre volonté, ou forcés, ou s'il y avait d'autres personnes qui sont venues dans le cockpit. C'est pour ça que nous parlons des personnes aux commandes, et à la limite, on ne le saura peut-être jamais, et de toute façon, ceci ne change rien à notre travail. Par contre, un jour, on trouvera l'épave, parce que ces personnes, premièrement, ne savaient pas que ces fameux pings dont je reparlerai d'Inmarsat étaient enregistrés. Seuls les ingénieurs d'Inmarsat le savaient. Et ils ont raté leur amérissage. À la différence du célèbre Sullinger, là, qui a réussi à poser son avion sur l'Hudson River, là, qui a été popularisé avec le film de Clint Eastwood. S'ils avaient réussi comme Sullinger, l'avion se serait posé et aurait coulé complètement. Il n'y aurait pas eu de débris. Alors, à droite,
vous voyez ce que nous pensons avoir été l'idée initiale de ce détournement. Alors la distance entre Kuala Lumpur et l'Australie, elle est la même qu'entre Kuala Lumpur et Pékin. Alors pourquoi ils ne sont pas allés tout droit? Pour une raison simple, c'est qu'il fallait traverser l'Indonésie. L'Indonésie, il y a des volcans, dont un était en éruption ce jour-là, et donc il ne fallait pas voler très haut, traverser l'Indonésie. Ils avaient toutes les chances d'être repérés par les Indonésiens. La planche suivante. Donc, je vais décomposer la trajectoire en 5 parties et essayer de vous prouver, enfin, essayer de vous convaincre que c'est un détournement. La planche suivante, s'il vous plaît. La première heure, donc pendant 1 heure, décollage à minuit, l'avion tout droit, arrive, on voit à gauche, bon, on voit pas très bien sur l'écran, mais j'espère que sur le YouTube, ça se verra mieux, arrive à son niveau de croisière et il disparaît à un moment très particulier que l'on voit sur la partie droite. C'est le moment de transfert entre 2 zones de responsabilité. L'espace aérien mondial est séparé, découpé en ce qu'on appelle des FIR, des informations des régions d'information aéronautique, qui sont en fait des régions de contrôle. Et donc, au moment du transfert, le contrôleur de Kuala Lumpur dit à l'équipage, au revoir, je me suis occupé de vous, appelez mon collègue de Ho Chi Minh. Et à ce moment-là, le contrôleur enlève l'avion de sa mémoire opérationnelle. C'est comme s'il n'existait plus. Et même, dans certains cas, le label qui représente l'avion change de couleur. Du côté du contrôleur de Ho Chi Minh, sa mémoire opérationnelle, la présence de cet avion va être déclenchée quand le pilote ou l'équipage l'aurait appelé. Tant qu'il est appelé, il n'est pas dans sa mémoire. Et en plus, vous voyez que c'est une partie assurée. Quelque temps avant, dans ce découpage mondial, il y avait une partie qui était contrôlée par Singapour, dans une région qui n'avait aucun intérêt pour Singapour. Donc Singapour a délégué cet espace aérien à Kuala Lumpur. Et donc, autrefois, l'avion était d'abord transféré à Singapour, puis de Singapour à Ho Chi Minh. Et donc, le contrôleur vietnamien, il s'attendait pas que l'avion, et ça l'inquiétait pas. Donc, il n'y avait aucune faute du contrôleur de Kuala Lumpur, aucune faute du contrôleur vietnamien. D'ailleurs, il y a eu un moment où il était question d'inculper le contrôleur de Kuala Lumpur, et puis il n'a fait aucune faute. Par contre, ce mode de fonctionnement, qui est le mode de fonctionnement mondial, malheureusement, les méthodes et les systèmes pour le contrôle du trafic aérien dans le monde sont les mêmes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, un avion, s'il y a un problème avec son code radar secondaire, peut disparaître de l'écran. S'il y a un problème quant à l'affichage de la fréquence, on peut ne plus pouvoir parler avec le pilote. Et dans ces cas-là, ça arrive quand même suffisamment souvent pour qu'il y ait des procédures. Et les procédures, c'est qu'on fait l'hypothèse que l'avion suit son plan de vol, et dans ce cas-là, que l'avion a continué d'aller tout droit dans la mer de Chine. C'est pour ça qu'au début, les recherches ont eu lieu dans la mer de Chine. On passe à la planche d'après. S'il vous plaît, la planche d'après. Voilà. Alors la planche d'après, ça devient un peu plus compliqué. Comment peut-on couper les moyens de communication? Un avion comme le Boeing 777, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et notamment tous les systèmes de redondance, de l'alimentation électrique, c'est très compliqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'acheter et de lire le livre de Gilles Diars, D-I-H-A-R-C-E, et vous saurez tout sur les systèmes électriques du Boeing 777. Notre hypothèse, parmi d'autres, c'est que la solution la plus simple, c'est de couper l'électricité. Alors, c'est un peu gonflé, mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que les gens qui étaient aux commandes, ils ont joué à la roulette russe. L'avion que vous voyez, c'est en bas à droite, c'est un modèle de Boeing 777, un gros avion, et en dessous, si vous regardez, mais j'ai fait exprès de prendre cette image, il y a un petit truc qui dépasse, c'est une éolienne, c'est un joli nom, ça s'appelle la rate,
RAT, R turbine, et c'est ça qui permet, si on a coupé toute l'électricité, de quand même continuer à alimenter l'avion en électricité, suffisamment pour assurer la température, suffisamment pour assurer la pressurisation à l'intérieur, et toutes les idées que le pilote a dépressurisé l'avion pour tuer les passagers, il n'y a aucune preuve de ça. Et cette rate permet quand même de voler. La preuve, c'est qu'il y a 2 ans, il y a un avion de la LATAM, LATAM, où il y a une panne complète d'électricité, et les pilotes ont réussi au bout d'1 heure à poser l'avion uniquement avec la rate, à l'arrivée avec les applaudissements évidemment des passagers, et une nouvelle fois, ça prouve heureusement qu'il y a encore des pilotes dans l'avion. Et donc, tout feu éteint, toute l'électricité, vous voyez que l'avion a fait d'abord un virage assez osé, a fait demi-tour et a suivi la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande pour ne pas attirer l'attention des militaires. Et ça réussit, puisque même la Thaïlande a reconnu après coup qu'ils avaient vu l'avion, mais que ça ne semblait pas une menace, donc ils n'avaient rien fait. Et ensuite, quand on voit l'avion qui repart plus vers le nord-ouest, on ne voit pas très bien, là il y a une voie aérienne, et cette voie aérienne, en dessous, c'est le détroit de Malacca, alors on voit le dessin, l'endroit le plus fréquenté au monde, et au-dessus, même à cette heure-là, il y a encore beaucoup de trafic, les avions qui reviennent de l'Australie, et malheureusement, comme vous le verrez, un peu de trafic dans l'autre sens. Et donc, l'avion s'est caché dans le trafic civil. Et à un moment donné, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, il a remis l'électricité, et on sait qu'il a remis l'électricité parce que le système de communication avec Inmarsat a refonctionné. Donc on est sûr que c'est l'avion, le MH370, qui a fait ce trajet-là. Alors il y a des gens qui ont dit oui, mais les traces radar, on n'est pas sûr. Et puis il y a des gens qui ont dit oui, mais il y a peut-être une usurpation d'identité. Effectivement, il y a quelques semaines, il y a un avion espion américain qui a usurpé, ça ne s'invente pas, l'identité d'un avion de la Malaysian Airlines dans la mer de Chine, mais il a fait ça avec le radar secondaire, c'est-à-dire avec le transpondeur secondaire, ce qui est relativement facile. Par contre, avec les systèmes de communication par satellite, c'est faisable, mais ça me paraît très difficile. Donc, on est sûr que c'est le MH370 qui a suivi cette trajectoire. La planche d'après, s'il vous plaît. Alors, elle est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on pourrait regarder dans le détail. On voit apparaître le moment où il y a la remise de l'électricité, et puis, de place en place, on voit des indications d'un arc. Les arcs, j'en parlerai après, c'est ces fameux arcs des pings d'Inmarsat. Donc, cette trajectoire, c'est une trajectoire qui est validée par ces fameux pings d'Inmarsat, et face auquel il y a 2 éléments qui sont des faits. Le premier fait, c'est que, et ça, Philippe Gasser et Jean-Luc Marchand l'ont constaté sur leur simulateur, au bout, la rate n'alimente pas les batteries. Donc, au bout d'1 heure, les batteries tombent en dessous d'un niveau suffisant et il y a des indicateurs de navigation qui commencent à disparaître. Donc, il faut que les gens qui sont aux commandes fassent quelque chose. Et manque de chance, en phase 2, arrive un avion et on est en pleine nuit, et un avion, ça se voit de loin, donc il faut qu'il évite. Et la solution, je ne suis pas pilote, mais ce qu'on m'a expliqué, dans ces cas-là, le pilote, il se choisit un cap, le plus nord possible pour s'éloigner de l'avion, il remet l'électricité, il réfléchit. Et à ce moment-là, il se rend compte que cette belle trajectoire qu'il avait imaginée, cette trajectoire qui lui aurait permis, comme on le voit pas très bien en haut à gauche, on est à un endroit de carrefour de 4 zones de contrôle de la Malaisie, de Singapour, de Shanghai, qui est Madras, et Colombo. Et donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que de nouveau, ils voulaient rejoindre une frontière entre la zone de la Malaisie et la zone de Shanghai. Manque de chance, avec ce détour, il a perdu du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
ils décident de couper court, descendre plein sud et en cap et descendre dans l'altitude pour ne pas être repéré. On voit un espèce de cercle là par les radars malaisiens et il va descendre à une altitude suffisamment basse pour qu'à un endroit, il y a une femme, Catherine T2E, qui dit que ce jour-là, à cette heure-là, elle a vu un avion avec les hublots allumés. Alors, je sais bien qu'il y a aussi des témoignages aux Maldives, mais les témoignages aux Maldives, ils ne sont pas du tout cohérents avec ces fameux pings d'Inmarsat. La planche suivante, s'il vous plaît. Alors, dans l'océan Indien, la planche suivante, s'il vous plaît, c'est l'aspect le plus intéressant, c'est ces fameux pings d'Inmarsat. On trouve ce que je vais vous présenter là, et dans un travail remarquable qu'ont fait les gens d'Inmarsat, qui a été publié en 2014, en septembre 2014. Et pour comprendre, c'est très simple. C'est exactement la même chose. Quand j'ai dit tout à l'heure que les moyens de communication classiques dans le contrôle du trafic aérien dataient de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas vrai pour les communications par satellite, qui sont extrêmement sophistiquées, aussi sophistiquées que nos téléphones mobiles. Et pour comprendre ce qui se passe, c'est la même chose avec notre téléphone mobile. Si jamais on enlève la batterie, le réseau ne sait pas où on est, mais par contre, si on est au théâtre, qu'on coupe normalement son téléphone, le réseau sait où on est. Quand on va le rallumer à la fin de la pièce de théâtre, le réseau va savoir où on est. Et après, quand le téléphone est allumé, même si on ne parle pas, même si on n'envoie pas de message, on est suivi par l'opérateur. Le téléphone est borné. Et donc, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour le MH370. La différence, c'est que et je vais vous expliquer après, le satellite, on passe par un satellite qui est un satellite géostationnaire, et même si ça va à la vitesse de la lumière, ce satellite est à 36 000 km. Et en plus, l'avion et même le satellite qui est censé être géostationnaire bouge. Donc, il y a des problèmes de compensation qu'il faut faire, qui sont indispensables pour les communications par satellite. Donc, ça n'a pas été fait pour le MH370, ça existe. C'est indispensable. Par contre, la nouveauté, c'est qu'après la disparition d'Air France 447 entre Rio et Paris, Inmarsat a décidé de les enregistrer et ils ont été utilisés pour la première fois avec le MH370. Et croyez-moi, d'avoir réussi en 8 mois à faire le travail qu'ils ont fait, l'équipe d'Inmarsat, et en particulier Mark Dickinson, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, avec lesquels on est en contact, ils ont fait un travail remarquable. Alors, je vais essayer de vous expliquer très rapidement ce que c'est que ces fameux BTO et BFO. La planche suivante. Donc, la géométrie, vous avez le satellite, la station au sol, l'avion, et on transforme des décalages en temps pour ajuster le créneau de communication en distance. Et quand on projette sur la Terre, ça fait des cercles. La planche suivante. Donc, TO, ça veut dire time offset, B, c'est burst, donc c'est des time offset. Et donc, on sait que quand l'avion a remis l'électricité, il y a une connexion, donc l'avion était sur un cercle. Ensuite, toutes les heures, il y a eu des messages de service qui ont été envoyés par le satellite à l'avion. Donc, toutes les heures, on sait que l'avion est passé par ces cercles. Et à la fin, quand l'avion a terminé sa trajectoire, il y a eu le dernier message envoyé par l'avion. Donc, on sait que l'avion est passé par ces cercles. La planche suivante. Alors, les frequency offset, donc l'ajustement des fréquences à cause des effets offset, des effets Doppler, excusez-moi. Donc, ce décalage en fréquence dû aux effets Doppler est le résultat de 6 équations. Et sur ces 6 équations, il y en a 2 qui dépendent de la position de l'avion et de la vitesse. D'accord? Planche suivante. Là, alors, il y a
on peut passer à la planche précédente pour regarder en bas, il y a quelque chose qui a disparu. Si on peut descendre un peu. Dommage. Donc, là, il y a un scientifique qui a créé un tableur, et ce tableur permet, si vous rentrez ces 6 composantes d'un avion, il va vous calculer un BFO, vous pouvez le faire. Donc, vous choisissez les arcs. Sur ces arcs, vous choisissez les 6 composantes de l'avion, vous le rentrez dans ce tableur, et à la fin, vous avez un BFO. Et si ce BFO est différent de celui mesuré par une Marsat de moins de 7 Hz, ça c'est les calculs qu'ont fait une Marsat, bingo, vous avez une trajectoire valide. Donc la planche suivante. Donc on sait que le MH370 a terminé sa course dans l'océan Indien, avec ce que je viens de vous dire. Les BTO et les BNFO ne permettent pas de calculer les positions et les vitesses de l'avion, mais permettent, si on fait les calculs à l'envers, de trouver des trajectoires qui sont plausibles, fondées sur d'autres considérations. Et en fait, la trajectoire la plus simple et la plus médiatisée, c'est plein sud. La planche suivante. La planche suivante, c'est un travail de Philippe Gasser, qui est une étude de sensibilité. L'axe horizontal, les abscisses, c'est des caps de 0 à 360 degrés. Donc au milieu, c'est 180 degrés. Les couleurs, c'est des vitesses tous les 50 nœuds. Et en ordonnée, on a le BFO résiduel, c'est-à-dire la différence entre le BFO calculé et le BFO mesuré. Et on voit que le 180 degrés, c'est la valeur la plus faible. Et c'est ça qui explique la planche suivante, que le choix d'Inmarsat, le choix de l'Australian Transport Safety Board, le choix d'Independent Group qui a conseillé Ocean Infinity, qui ont fait les recherches, ont privilégié cette trajectoire, et c'est pour ça que les recherches ont eu lieu au bout de cette trajectoire qui, jusqu'à présent, ces recherches n'ont abouti à rien. Donc ça, c'est des calculs que j'ai essayé de vous expliquer. Alors maintenant, une fois qu'on a cette trajectoire qui va vers le sud, à ce moment-là, les gens ont inventé des histoires, le pilote voulait se suicider, mais ça c'est des choses qui ont été inventées après. Il n'y a aucune preuve que le pilote se soit suicidé. On ne sait pas pourquoi aurait été décidée cette trajectoire. Alors par contre, planche d'après, il y a d'autres trajectoires. La celle d'après, c'est celle qu'on avait imaginée la première fois, que vous pouvez trouver encore sur notre site. Et ce qui nous gênait, c'est parce qu'on ne voyait pas pourquoi ils n'étaient pas allés directement vers Christmas Island. Donc ça nous gênait. Bon. Il y a une autre trajectoire, la planche d'après, que vous pouvez trouver sur ce site-là. Ed Anderson, lui, a utilisé des résultats d'hydrophones qui sont dans l'eau et qui permettent de détecter des sons hors de l'eau. Et lui a trouvé une autre trajectoire que vous voyez là. Et puis, les trajectoires d'après, s'il vous plaît, l'autre planche, c'est la nouvelle, donc le scoop. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que avec cette trajectoire, l'avion pouvait aller jusqu'à Learmonth en Australie. C'est d'ailleurs une des hypothèses qu'avait fait Michel Delarche dans le livre qu'on a publié il y a quelques années. Et pourquoi il n'est pas pu aller jusqu'à Learmonth? C'est parce qu'il n'avait plus assez de carburant. Et pourquoi il n'avait pas assez de carburant? D'une part, à cause de ce problème qu'il a rencontré, je vous montrais, où il est descendu très bas, et à ce moment-là, il a beaucoup consommé plus que prévu. Et il y a un deuxième problème, et ça, on le sait, parce que dans la première heure, l'avion a envoyé des informations sur la consommation et ce qui restait dans le réservoir. Il y avait un moteur, peut-être pour un problème de maintenance, qui consommait plus que l'autre. Et troisièmement,
ces derniers temps, il y a des pilotes de Boeing 777, enfin, au moment où ça volait encore beaucoup, qui avaient remarqué qu'il y avait une différence entre ce qu'indiquait la jauge et ce qu'indiquait ce qu'on appelle le Flight Management System en termes de ce qui restait dans le carburant. Donc, pour ces trois raisons, vraisemblablement, ils n'avaient plus assez de carburant pour aller jusqu'à Leermans. Et à ce moment-là, ils ont essayé d'amérir. Et la planche suivante. Alors, en haut à droite, vous avez l'avion et tous les petits cartouches que l'on voit, c'est ce que sont tous les débris qu'on a pu trouver. Et en bas à gauche, l'endroit où on les a trouvés. Alors, il y a des couleurs qui donnent le degré de certitude que ces débris proviennent bien de l'avion. Alors, il y a dans un célèbre documentaire dont je ne citerai pas le nom, dans une émission de télévision, d'une télévision de service public dont je ne citerai pas le nom, on voit des journalistes qui sont à côté d'un monsieur dont je ne citerai pas le nom, qui est en 4x4 sur la côte de Madagascar et d'un coup découvre un morceau et dit « Oh, génial, j'ai trouvé un morceau du Boeing 777 alors que c'était un petit morceau de plastique. » Donc, si on oublie ça, le morceau de débris qui est le plus connu et dont on est le plus certain que ça soit celui de cet avion est en haut à droite de ce schéma et qu'on trouve aussi à haut à droite, qu'on trouve aussi à droite, c'est ce fameux flaperon qu'on a trouvé à La Réunion et on voit où est le flaperon, donc en apparence ce petit morceau qui est à côté du flap et au sol tel qu'il a été découvert à La Réunion. Et entre les deux, il y a un dessin intéressant qui est un dessin de Boeing où on voit que ce flaperon flotte entre deux eaux parce que ce flaperon, en fait, on peut l'impression que c'est tout simple, mais en fait, est fait de matériaux composites et à l'intérieur, c'est du nid d'abeilles. Et quand simplement, pour ce petit morceau, on imagine le travail d'analyse qui a dû être fait pour la construction de cet avion, on comprend que pour faire un nouvel avion, cela coûte plusieurs milliards. Alors, si on passe à la planche d'après, en haut à gauche, c'est l'étude qui a été faite par un service de la Direction générale de l'armement en France, parce que le flaperon est toujours en France, et dans une des annexes du rapport officiel, il y a l'étude qui a été faite de la DGA de la structure de ce flaperon. Alors, en haut, vous voyez les morceaux du flaperon et du flap en bleu, ce qui reste, et en bas, quand les gendarmes ont transporté ce flaperon, donc vous voyez que c'est quand même un gros morceau, et en vert, vous avez ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est ce que Argyris de Gamoulakos, de notre équipe, a reconstitué. Et donc ce qu'il a fait, et là, il y a un article dans la lettre de la 3F où il explique en détail comment il a fait. Argyris est le directeur scientifique d'une société qui s'appelle ESI, qui est spécialisée dans la modélisation. Et le directeur général de ESI a donné l'autorisation à Argyris d'utiliser les modèles et les puissances de calcul à sa disposition, enfin, évidemment hors de ses heures de travail. Et donc Argyris a modélisé la façon dont un flaperon rentre dans l'eau. Alors, vous pouvez passer à la planche d'après, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, en PDF, on ne voit pas l'animation. Donc, il y a une animation qui dure quelques secondes. Alors, évidemment, pour les néophytes, ça peut paraître facile. Je pense que pour les gens qui savent ce que c'est que de la simulation, c'est un travail extraordinaire qui a demandé des heures et des heures à Argyris. Et quand on voit l'animation, on voit la façon dont ce flaperon se casse. J'ai presque fini, je passe à la planche suivante, qui est aussi un sujet très intéressant, c'est la dérive. Alors, la dérive, il y a des organismes, notamment un organisme qui s'appelle l'ESRO, E-S-R-O, qui est un grand centre de recherche en Australie. Il a fait des études de rétrocourant, en partant du flaperon et en remontant dans l'autre sens pour savoir d'où il pouvait venir.
ces études de rétrocourant sont trop floues, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que nous avons fait, en fait, c'est à nouvelle fois, c'est Philippe et Jean-Luc qui ont fait ça. Ils sont partis du lieu où on pense qu'il y a l'épave et ils ont modélisé. Alors, c'est compliqué parce que vous l'avez vu, le flaperon, il flotte entre deux eaux, donc il faut tenir compte du courant, il faut tenir compte des vagues, et il faut tenir compte du vent. Alors, Philippe, qui est très doué, a réussi à récupérer le modèle, la valeur des vents de ce jour-là, et donc ils ont modélisé. Alors, ce que vous voyez là, ce qui sont ces petits fils là, ça peut paraître bizarre. Eh ben, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon de Lorentz. D'un point de vue scientifique, on appelle l'effet des conditions initiales. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ils ont pris un carré de 10 000 par 10 000 et tous les 1000 nautiques, ils ont fait démarrer la simulation. Et du fait de la différence des conditions initiales, à la fin, l'arrivée peut être très différente. Néanmoins, il semble que dans cette modélisation, c'est pas complètement absurde et même ça aurait tendance à valoriser l'endroit où on pense que l'épave est, puisque parmi ces trajectoires, il y en a certaines qui arrivent bien à la Réunion. Ma dernière planche, voilà. Alors, manque de chance, il n'y a pas, mais je vais vous la donner après, il y a l'adresse pour nous contacter qui est team@mh370 Capsio. Voilà, si vous voulez nous contacter. Alors, pour finir ma présentation, la disparition du MH370, ce n'est pas un mystère. De nos jours, il est toujours possible de faire disparaître un avion. Le mode d'emploi, il est dans le rapport. Par contre, vous avez vu la somme de sujets passionnants qu'il faut mettre en œuvre pour étudier ce sujet. Et je voudrais remercier tous les gens qui nous ont aidés, notamment, qui nous aident encore, notamment des pilotes. Ils n'ont pas souhaité apparaître, ils veulent rester anonymes. Mais si certains d'entre vous voulez travailler avec nous, vous êtes les bienvenus. Je voudrais remercier évidemment la 3F qui, depuis des années, nous soutient et nous aidant à présenter nos travaux. Et le dernier mystère, c'est celui du bas. Quelle est la signification de Capsio? Et là, c'est Michel Delarche, en plus de m'avoir initié au mystère des communications par satellite, comme c'est un latiniste, je dirais, chevronné, c'est lui qui a inventé cet acronyme. Et Capsio, ça veut dire capturer, ça veut dire aussi cacher. Voilà, j'étais un peu loin, un peu long, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie de m'avoir écouté. Bruno, à toi. Oui, donc merci Jean-Marc pour cet exposé. J'ai une question qui est posée par un internaute qui demande concernant le rapport de la DGA, s'il a été écrit avant que l'on retrouve le volet adjacent qui allait permettre de confirmer que les volets n'ont pas été abaissés. Est-ce que tu peux répondre à cette question? J'ai pas mes copains avec moi, donc j'ai un peu de mal à répondre parce que ils sont plus compétents que moi. Là, je pense qu'on n'est pas complètement sûr cette histoire on ne sait pas si les volets ont été abaissés ou pas. Ça, le rapport de la DGA est pas très très clair là-dessus, et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si le rapport a été fait avant qu'on retrouve le flap. Donc j'ai pas la réponse, mais si la personne qui a posé cette question peut nous envoyer un mail sur l'adresse que je vais donner, je suis sûr mes copains ils lui donneront la réponse. Mes amis lui donneront la réponse. Désolé, j'ai pas la réponse. Merci. Il y a donc une autre question. Est-ce que l'avion aurait pu rejoindre l'Australie s'il n'avait pas eu une surconsommation due à la basse altitude à laquelle il avait volé? Donc, quelle était la distance franchissable de base pour l'avion? Ah ben, il pouvait y arriver parce que la distance est la même entre Kuala Lumpur et Pékin, entre Kuala Lumpur en suivant cette trajectoire. En plus, comme vous le savez, il y a toujours des marges, et donc
il aurait pu arriver en Australie à l'IRMOS. Merci. Et bien, moi, j'ai une question. C'est quelle est l'attitude des services officiels par rapport à vos recherches? Est-ce qu'ils les prennent en compte? Est-ce qu'ils les négligent purement et simplement, ou est-ce qu'il y a une certaine prise en compte de ce qui est proposé? Une fois, je l'ai dit, grâce à la 3AF, Michel et moi, on a fait des présentations. Il y a aussi la Royal Aeronautic Society qui a organisé 2 conférences avec nous, qui sont d'ailleurs sur notre site, une à Paris et à Bruxelles. Et je dirais que c'est l'autre mystère pour moi, c'est pourquoi ça n'intéresse pas les organismes officiels, alors que c'est un sujet passionnant, et aussi parce que la sécurité du transport aérien est ce qu'elle est, parce que systématiquement, à chaque accident, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et là, et c'est d'ailleurs une des interrogations j'en ai souvent parlé avec Guylain Vatrelos, et qui lui aussi ne comprend pas pourquoi les organismes officiels ne s'intéressent pas à cet accident. Et encore pour lui, c'est encore plus douloureux parce qu'il a sa famille. Donc, et donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'intéresse pas les services officiels. D'accord. Et une dernière question qui est apparue très rapidement. Est-ce que des éléments du type facteur humain sont connus? Facteur humain, il y a eu des tas de choses décrites sur le commandant de bord, sa vie privée, mais c'est avec de ses relations politiques. Alors, si c'est ça les facteurs humains et puis la question, puisque dans la trajectoire sud, il y a des gens qui ont inventé après le fait que c'est un suicide. Bon, alors les suicides, c'est compliqué, les gens peuvent avoir différentes raisons de se suicider, mais on n'en sait rien. Et donc, par contre, ce qui est très vraisemblable, et ça c'est en discutant avec des pilotes, ceux qui ont fait ça, en particulier le demi-tour qu'ils ont fait, tout ce vol avec la rate, et en suivant ça, ils étaient, pour parler un peu vulgairement, ils étaient gonflés, ils ont vraiment joué à la roulette russe. Donc vraisemblablement, c'était des pilotes expérimentés qui étaient aux commandes qui ont fait ça. Malheureusement, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Et donc, en termes de facteurs humains, je ne vois que ça que je peux apporter en termes d'éléments de facteurs humains. Merci Jean-Marc. Donc,